Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le deuxième épisode de ma conversation avec Charlotte Ellemann-Cachin sur Paul Signac le peintre, sur Paul Signac le sympathisant de l'anarchisme, sur Paul Signac l'homme qui avait de l'harmonie, un goût et en même temps une capacité à la faire advenir telle qu'il a réussi à faire adopter l'enfant de sa maîtresse par sa femme légitime dans le moins rude des mondes possibles, et Paul Signac, dont j'aimerais maintenant, Charlotte Ellemann-Cachin, que nous essayions de retracer ensemble quel a été l'accueil et par qui de ses œuvres, de son vivant et après sa mort. Paul Signac a très vite obtenu une certaine reconnaissance. Nous le disions hier, c'est loin d'être un peintre maudit. C'est quelqu'un qui va être assez vite reconnu par ses pairs et par le public. Il va, en plus de sa propre peinture, de son propre travail, s'employer à défendre aussi le travail d'autres artistes, ce qui fait de lui une sorte de chef de troupe et d'ambassadeur, je dirais, de la peinture d'avant-garde, et puis un peu moins d'avant-garde par la suite. Il va évidemment au début, lorsqu'il embrasse la cause de ce qu'on appelle le néo-impressionnisme, cette division de la couleur des touches par des touches de couleurs séparées, évidemment, il va avoir du mal à s'imposer, mais il va être finalement reconnu, avoir une clientèle, une vraie clientèle, des galeristes avec lesquels il aura des contrats successifs. Je pense notamment à la Galerie Bernheim, qui a été ensuite dirigée par son ami Félix Fénéon, ce qui a beaucoup aidé à la propagation de son œuvre, mais également chez Druet, chez Vollard, chez bien d'autres. Et puis, c'est quelqu'un qui savait, si j'ose dire, qui savait quand même se vendre, qui avait un talent pour convaincre les uns et les autres. Et par exemple, il a connu très vite une grande popularité et une gloire commerciale en Allemagne, où il a été l'objet d'un engouement très important de la part de plusieurs critiques d'art et collectionneurs, notamment le comte Kessler, qui a beaucoup compté à cette époque pour faire connaître l'art français en Allemagne, à rebours d'ailleurs de la tendance générale de l'Allemagne wilhelmienne de l'époque, qui était plutôt à un repli sur la culture très allemande. Et donc Signac a réussi, je dirais, à percer en Allemagne, non seulement lui, mais ses acolytes. Il a été aussi reconnu en France, apprécié par des Américains, par des Anglais, de son vivant, ce qui est assez rare pour être remarqué. Et sans purgatoire. Oh, il y a une période un Ouais. peu de purgatoire tout de même, je dirais après la période très flamboyante de ses débuts et de Saint-Tropez. Évidemment, à partir de la guerre de 14, Signac va continuer à peindre dans la même technique, mais dans une sorte de pastiche de lui-même, je dirais, puisque là, à partir de 1913, nous avons eu le cubisme, nous avons eu l'abstraction. Donc là, Signac, tout d'un coup, se retrouve tout de même dans l'arrière-garde. Il devient plutôt une sorte de figure tutélaire, de parrain pour les jeunes. Et il va beaucoup plus se concentrer sur le travail à l'aquarelle. Et je dirais qu'à ce moment-là, son œuvre picturale est moins au centre, évidemment, des préoccupations et du marché de l'art. Il meurt en 1935. Il meurt en 1935,
dans une période où il est lui-même davantage occupé, je dirais, de politique presque que de peinture. C'est un homme qui a toujours été extrêmement engagé dans le pacifisme, dans l'affaire Dreyfus, et puis pendant l'entre-deux-guerres, la montée des fascismes. Donc c'est quelqu'un qui se bat aussi beaucoup avec les artistes antifascistes à ce moment-là, qui est une cause importante. Mais je dirais qu'à ce moment-là, au moment de sa mort, c'est vraiment l'aquarelle qui a pris le pas dans son travail. Un mot, vous avez parlé de Félix Fénéon, un mot des amis peintres et non peintres de Signac tout au long de son existence. Seurat, vous l'avez dit dès le départ, qui est une amitié très forte, mais qui est brisée par la mort. Et Alors, Signac est ami de peintres. Il a une très grande proximité avec notamment Van Rysselberghe, qui est un peu son équivalent en Belgique, et qui va lui permettre de tisser des liens très forts avec notamment Émile Verhaeren, le poète, qui a été un intime de Signac, qui a beaucoup écrit d'ailleurs chez Signac à Paris et à Saint-Tropez. Signac est au cœur, je dirais, d'un monde politico-intellectuel. Son ami de lycée va avoir le premier prix Goncourt. Il va apprendre ça d'ailleurs à Saint-Tropez. Et puis Signac est très ami également de Félix Fénéon, vous l'avez dit, qui est une figure très importante de l'époque, critique d'art, mais aussi écrivain, passeur entre les anarchiste, anarchistes. Alors lui, pour le coup, de manière beaucoup plus active que Signac. Signac va également être proche de tout un milieu par Van Rysselberghe. Il va connaître Gide. Dans sa jeunesse, il est proche du milieu symboliste. Il est proche de Gustave Geffroy. Il est proche d'écrivains un peu oubliés aujourd'hui, comme Paul Adam et d'autres. Mais c'est quelqu'un qui est véritablement au cœur, je dirais, d'un monde. C'est au sens où on a défini le mot intellectuel. C'est un intellectuel parce qu'il est d'abord parmi les 3 premiers à signer en faveur du capitaine Dreyfus, ce qui est quand même un exploit. Et c'est quelqu'un pour qui littérature, peinture, tout ça, ça va ensemble. C'est aussi l'ami des peintres, je veux dire, c'est un collectionneur. Il y a une exposition à Orsay sur Signac collectionneur. Que collectionne-t-il et pendant quelle période de sa vie? Signac collectionne toute sa vie. Il démarre très jeune avec l'achat d'un tableau de Cézanne à la boutique du Père Tanguy, et il ne s'arrêtera jamais. Au début de sa vie, il dispose de moyens assez conséquents qui lui permettent d'acheter presque tout ce qu'il a envie d'acheter. Ce qui n'est plus ce qui est hors budget déjà pour lui, c'est Manet, mais il arrive quand même à acheter un petit dessin. Mais sinon, il se fait plaisir avec les tableaux de ceux qu'il admire, en particulier Degas, pour lequel il a une très grande admiration. Et puis évidemment les toiles de ses comparses, Pissarro, Cross, Van Rysselberghe. Mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi aux estampes japonaises. Il n'est pas le seul à son époque, bien sûr. Et puis plus tard, avec des moyens plus limités, il s'intéressera beaucoup aux fauves. Il achètera notamment Van Dongen, il achètera Marquet, il achètera Bonnard. Et puis il se débrouille à la fin de sa vie par une pirouette financière, parce qu'il n'a plus beaucoup de moyens, mais son marchand a fait faillite, et donc il arrive à troquer ses dettes contre un très beau tableau de Monet, qui est un tableau qu'il avait vu lorsqu'il avait 16 ans. Donc c'est son dernier achat, je dirais, boucle la boucle de ses engouements. Alors, aujourd'hui, si l'un de nos auditeurs vient de découvrir Signac et que vous lui avez donné envie de voir Signac, où est-ce que vous lui conseillez d'aller?
C'est une très bonne question parce que son travail est éparpillé un peu partout. Il y a quelques belles toiles, au musée d'Orsay, grâce, à sa fille, Ginette, qui a fait une donation très importante, en 1976. Mais je dirais qu'il y a aussi des toiles absolument, fondamentales, au Metropolitan de New York, au MoMA, de New York également, dans beaucoup de musées américains, et dans quelques musées français, à la Fondation Bimbert à Toulouse, au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez, bien sûr. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, énormément de ces toiles, les plus belles sont d'aujourd'hui dans des mains privées parce qu'elles ont fait l'objet de très belles ventes, depuis, je dirais, une trentaine d'années. La cote de Signac, a décollé, et donc on voit ces toiles circuler, d'une vente à l'autre. Alors, vous avez parlé des œuvres qui sont en main privée et des œuvres qui sont en main publique dans les différents musées que vous avez cités. Pour avoir une idée de la production de Signac et pour savoir aussi où elle est et comment elle peut éventuellement passer de main en main, il faut avoir un catalogue raisonné. Le catalogue raisonné de Signac existe-t-il? Quand a-t-il été fait? Combien de temps a-t-il fallu pour le faire? Et quel est l'usage que vous-même en avez aujourd'hui? En effet, alors le catalogue raisonné, comme vous dites, c'est un outil indispensable, hein, pour, la connaissance d'un artiste. Sa rédaction a pris, plus de 20 ans, à ma mère, qui avait promis à sa propre mère de le faire. Il a été finalement publié en 2000. Donc il y a 25 ans aujourd'hui, et c'est un outil fondamental pour la connaissance de l'artiste et je dirais d'ailleurs que c'est à la partir de la publication de ce catalogue raisonné que véritablement Signac a connu une accélération, je dirais, dans la connaissance de son œuvre et dans heu, le décollage de sa cote financière. Ce catalogue, il doit être, complété puisque ça fait 25 ans que les œuvres circulent, sont présentées dans des expositions et cetera. Donc j'ai pour, projet, de le numériser, enfin non seulement de le numériser, mais il y a 20 de l'actualiser, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans d'actualisation et puis de le rendre, je dirais, actualisable en permanence, à travers l'outil numérique. Il y a déjà plusieurs catalogues raisonnés qui sont publiés de cette façon, notamment le catalogue raisonné Cézanne, qui est un modèle du genre. Et donc ce catalogue raisonné en ligne permettra, à tout le monde, en particulier, aux historiens d'art et aux professionnels, de savoir où se situent les œuvres, de pouvoir les mettre en rapport les unes avec les autres en fonction des thèmes, des années, et cetera. Donc le catalogue raisonné avait été commencé avant que vous ne vous occupiez vous-même de l'ensemble des archives et de l'œuvre de Signac, mais aujourd'hui, vous vous employez à le transformer, notamment à travers la numérisation, mais telle n'est pas votre seule activité pour faire vivre l'œuvre et le souvenir de Signac. Par exemple, vous avez alors d'abord, vous avez écrit vous-même un livre sur cet étrange, trouble, ménage à 3 de Signac, c'est son épouse et sa maîtresse. Heu, c'est qui est un livre enfin, vous allez dire vous-même quel était votre, le point de départ, ce qui vous a donné l'envie de l'écrire, mais au fond, cet arrière-grand-père, même votre mère, Françoise Cachin, l'avait pas connu, puisque, Signac est mort en 35. Votre mère n'avait pas connu ce grand-père-là. Elle avait connu son autre grand-père, le grand-père Cachin. Je me souviens qu'elle aimait à dire qu'elle aurait préféré connaître l'autre. Mais, donc c'est un personnage, hem, qui a qui vit par, la transmission, le souvenir, ses œuvres et cetera. Quelle idée vous vous faisiez de cet arrière-grand-père? Parce qu'un beau jour, vous vous êtes décidée, vous étiez éditrice, et un beau jour, vous êtes décidée, à vous consacrer entièrement à l'œuvre de Paul Signac et à son histoire. En effet, ma mère, ne l'avait pas connu et néanmoins, elle l'avait
une intimité très forte avec cet homme d'abord qu'elle avait quand même connu par les récits que lui faisaient sa mère et sa grand-mère, et puis en travaillant sur lui, sur sa période, etc. Et puis, au fond, quand on est de la famille, je dirais qu'on touche du doigt une connaissance intime sans en avoir véritablement conscience. On vous raconte des anecdotes, on vous dit qu'il disait ci, qu'il disait ça, qu'il avait mauvais caractère, qu'il était très gourmand. Ma mère avait une façon de parler de lui comme si elle l'avait quitté la veille. Néanmoins, au moment de sa mort, je me suis aperçue qu'il y avait des centaines et des centaines de questions que je ne lui avais jamais pensé à lui poser. Je me suis retrouvée avec toutes ces archives, la responsabilité de ces archives à gérer, à savoir non seulement recevoir les chercheurs, répondre aux questions, s'occuper des expositions qui se montaient, des histoires de provenance aussi qui sont un problème, je dirais exponentiel de la recherche aujourd'hui, et qui prennent une très grande partie de mon temps, puisque comme vous savez maintenant, on considère toute provenance, enfin toute dans une provenance d'une œuvre, tout, je dirais, trou ou manquement dans l'histoire entre 1933 et 1945 pose problème. Et malheureusement, c'est très souvent le cas. Donc il y avait tout ça à faire. Et au début, j'étais très franchement intimidée par cette masse de documents. Et puis, en me plongeant un petit peu dans la correspondance, je me suis aperçue qu'il y avait un pan finalement qui avait été un petit peu négligé. Enfin, c'est pas qu'il avait été négligé, c'est que ma grand-mère et ma mère s'étaient d'abord attachées à faire connaître Signac le peintre, mais qu'au fond, sa vie privée, enfin, elle était connue, mais j'ai voulu finalement, il y avait une boîte d'archives qui était sa correspondance privée, amoureuse, qui n'avait pas été décortiquée, alors que toutes les autres correspondances, celle avec Fénéon, celle avec tous les intellectuels, les autres artistes, étaient parfaitement bien rangées et organisées. Cette boîte-là ne l'était pas. Enfin, quand je dis cette boîte, il y avait plutôt 6 ou 8 boîtes. Et donc, j'ai décidé à un moment de me plonger là-dedans, ce qui a été extrêmement instructif parce que, comme Signac a écrit tous les jours de sa vie à son épouse, alors quand il vivait avec elle, non, mais comme il voyageait beaucoup, il lui écrivait quand même. Et puis, pendant les 25 années qui ont suivi, il lui a écrit une lettre par jour. Donc, faites le calcul, il y en avait... presque 6000, je crois, et aucune n'était datée, donc il a fallu organiser tout ça. Et en me plongeant là-dedans, comme Signac parlait de tout, tous les jours à son épouse, que ce soit de littérature, de peinture, d'organisation, de finance, ça m'a permis, en fait, de faire connaissance avec lui. Charlotte Elman-Cachin, je vous propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour essayer de décrire le travail qu'est le vôtre comme étant à la fois la gardienne, mais en même temps pas seulement la gardienne, mais celle qui doit faire vivre les archives, les œuvres, etc., etc. Donc à la semaine prochaine.